de l'intervention que vous venez d'avoir, vous avez découvert en tout cas des types de carrières, des métiers auxquels vous pouvez avoir accès. Et peut-être que certains vous ont tenté et vous vous êtes dit, maintenant, comment on peut décrocher cet emploi? Comment on peut convaincre le recruteur et répondre à ses attentes? Donc moi, je vais essayer très brièvement de vous donner quelques conseils, quelques clés pour bien appréhender les attentes des recruteurs. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, juste quelques mots sur la société que je représente aujourd'hui. Donc Adoc Talent Management est le premier cabinet de conseil spécialisé dans le conseil en recrutement de docteurs. Donc ça veut dire quoi, conseil en recrutement? Beaucoup d'entre vous, en tout cas, auront des liens avec des cabinets de conseil en recrutement. Ça veut dire qu'on accompagne les entreprises qui ont des besoins de recruter du personnel sur la définition de leurs besoins, la recherche et la sélection des candidats. Et donc nous, c'est spécialement sur le vivier des docteurs. On a 3 activités clés au niveau du cabinet, donc le pôle recrutement, et puis un pôle formation et un pôle recherche et développement. On a également deux filiales, une spécialisée sur l'enseignement supérieur et la recherche et une autre qui est basée en Irlande. Je vous incite à aller voir sur notre site internet adoc-tm.com et puis également sur le site compétences-docteur.fr où vous retrouverez notamment des éléments qui vous ont été présentés précédemment, tels que l'arbre des compétences et des métiers ou encore des fiches métiers sur chacune des grandes classes de métiers. Donc comme je viens de vous le dire, finalement notre métier c'est de gérer des processus de recrutement pour le compte d'entreprises de secteurs d'activité très variés et sur des postes très variés. Et donc très clairement, moi je vais commencer en vous expliquant ce qu'est de mon point de vue un processus de recrutement en repartant vraiment de la base. Pourquoi une entreprise recrute? Elle ne recrute pas uniquement pour se faire plaisir, elle recrute avant tout parce qu'elle a un besoin. Elle a besoin de pourvoir un poste. Un poste, c'est à la fois des missions, un environnement de travail, une culture d'entreprise, des valeurs. Et puis on recrute toujours en se disant sur la durée, comment mon besoin va évoluer, comment je vais faire évoluer la personne. Et donc c'est une pièce de puzzle qui est assez complexe et en face de laquelle on va essayer de mettre une autre pièce de puzzle qui est tout aussi complexe puisque c'est vous à travers vos savoirs, donc vos connaissances, vos savoir-faire, qu'ils soient scientifiques, techniques, méthodologiques, organisationnels et autres, vos savoir-être qui sont extrêmement importants pour nous puisque ce sont ces qualités personnelles et professionnelles qui vont vous permettre d'interagir en équipe. Bien sûr, vos motivations également, puisque on estime que vous ne serez jamais aussi bon que dans ce que vous aimez faire, très clairement, sur la durée. Et puis, votre potentiel à mettre en face de l'évolution. Donc, première remarque, ces 2 pièces de puzzle ne s'encastrent pas parfaitement parce que premier deuil que doit faire tout recruteur, c'est le deuil du candidat idéal. Il n'existe pas. Donc, si je résume et que je schématise, à travers un processus de recrutement, on n'évalue jamais votre valeur intrinsèque. On évalue l'adéquation qu'il y a entre notre besoin et vous qui êtes finalement la solution à notre besoin. Donc vous êtes le pourvoyeur de solutions et pas uniquement le demandeur d'emploi. Et alors, vu qu'on est des gens très inquiets, parce qu'un processus de recrutement pour une entreprise, ça coûte cher. Ça coûte cher le temps de trouver la bonne personne et puis ça coûte cher le temps qu'une fois en poste, elle soit opérationnelle. Et ben, on est vraiment dans une logique de minimisation du risque. Je pense que ça, c'est une thématique qui est assez proche des projets de recherche de certains d'entre vous ici. Et donc on essaye de se rassurer en faisant passer finalement dans un entonnoir tous les candidats jusqu'à se dire il y en a un qui se distingue des autres. Et pour ça, on met en œuvre différentes étapes. La première étape étant bien sûr une sélection sur CV et lettre de motivation. En suivant, on va être amené à avoir des entretiens souvent téléphoniques avec vous qui sont des réels entretiens. Donc attention à y être préparé. Des entretiens physiques où on va évaluer l'adéquation de votre parcours, de vos savoirs, de vos savoir-faire, votre niveau d'opérationnalité et votre motivation pour le poste.
Alors vu qu'on est très inquiet, on va souvent compléter ça par encore d'autres méthodes d'évaluation telles que des tests de personnalité, des tests techniques et autres. Et puis ce qu'on appelle des assessment centers, donc des mises en situation les plus proches possibles de l'emploi que vous aurez à occuper. Ça, c'est quelque chose qu'on pratique aussi beaucoup dans l'académique. Hein. Typiquement, vous proposez de venir faire une conférence devant un auditoire, ça fait partie d'une manière très facile de vous tester sur vos compétences pour la recherche. Dernier aspect qui est énormément utilisé côté académique comme côté privé, c'est la prise de référence. Contactez vos anciens managers. Et là, mon conseil, c'est vraiment informez-les du type de poste sur lequel vous postulez pour qu'il n'y ait pas un effet de surprise quand on les contacte. C'est en tout cas fréquent. Du coup, vous, pour appréhender ce processus de recrutement et notre besoin, vous aurez accès à uniquement une annonce. Une annonce, c'est assez court. On va y reprendre de manière plus ou moins précise l'environnement de travail, les missions. Et puis, on va mettre en face de ça le profil du candidat idéal, donc celui qui n'existe pas, je le rappelle. Et puis un certain nombre d'informations pratiques sur le poste et les modalités de candidature. Donc vous, première étape pour appréhender, pour comprendre notre besoin, ça va être de décrypter l'annonce. Et je pense que souvent vous ne passez pas assez de temps là-dessus. Il faut vous assurer que vous compreniez chaque terme. Il y a un jargon dans chaque secteur, donc chaque terme qui est présent dans l'annonce, vous devez le comprendre pour bien appréhender l'émission et puis pour pouvoir traduire vos compétences dans le vocabulaire du métier ou du secteur que vous visez. Bien sûr, également s'informer sur l'entreprise et son secteur d'activité. Le cas échéant, essayez de deviner la raison du recrutement. Est-ce que c'est une création de poste? En général, dans ce cas-là, c'est indiqué sur l'annonce. Ou est-ce que c'est un remplacement suite à du turnover interne? Et là, essayez de trouver qui occupait le poste jusqu'ici pour voir s'il n'y a pas des choses en commun, des points communs que vous pouvez faire ressortir. À partir de cette compréhension de l'annonce, vous allez faire ce qu'on appelle votre autodiagnostic. Et en général, on dit qu'à partir du moment où vous avez au moins 60% des compétences souhaitées, il faut candidater. En fait, n'attendez pas d'avoir 100%, sinon vous ne candidaterez jamais en fait. Et donc l'idée, c'est de se dire, sur les compétences que j'ai, comment je vais faire en sorte qu'en quelques secondes, le recruteur les voit de manière très très visible sur mon CV, et se rendre compte que je les maîtrise réellement. Et puis sur celles que je ne maîtrise pas, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux mettre en exergue qui montreraient que je vais être capable demain de monter en compétences rapidement. Donc du coup, vraiment mettez-vous dans la peau du recruteur, analysez l'annonce comme si c'était vous qui aviez à recruter dessus. Et donc, à partir de ces éléments de compréhension du poste, vous allez pouvoir construire vos outils de communication. Donc, bien sûr, l'étape amont, et là j'en reviens à la dernière slide que Marina vous a présentée précédemment, c'est d'avoir défini votre projet professionnel. Donc, vous avez vu avec Marina l'aspect compréhension du marché de l'emploi. Il va aussi falloir faire votre introspection. C'est-à-dire définir ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire demain, donc la sphère des aspirations, et puis bien sûr aussi la sphère de vos compétences, donc ce que vous savez faire, vos qualités également, pour être capable demain d'exprimer auprès du recruteur et d'une part ce que vous savez faire, mais aussi ce que vous aimez faire, et ça c'est très important. Du coup, pour vous, le premier travail, afin de construire ces outils de communication, ça va être un travail sur vos compétences. Donc les compétences au sens large, c'est vraiment la combinaison des ressources qui vont vous permettre d'agir de manière efficiente dans votre poste, que ça soit des connaissances, des savoir-faire ou des savoir-être. Donc vous avez acquis des compétences d'une part par la pratique de la recherche, mais aussi par vos autres expériences, qu'elles soient de nature professionnelle ou associative par exemple.
Différentes étapes. La première étape, c'est je prends conscience de mes compétences. Derrière, j'apprends à les formaliser pour un recruteur. Et puis, je prends conscience aussi qu'un grand nombre de compétences sont transférables depuis une activité de recherche vers un métier autre. Et donc, il y a vraiment cette logique de savoir exprimer dans le vocabulaire du recruteur ses compétences. Un exemple tout bête, si vous mettez capacité à faire une étude bibliographique sur votre CV, il se peut fortement que la personne qui évalue votre CV ne sache pas à quoi ça correspond, parce que dans le privé, on parle de veille technologique ou veille scientifique. Donc vocabulaire commun, et puis dites-vous, ce qu'on attend finalement, c'est pas un catalogue de compétences, c'est les compétences qui vont nous être utiles. Donc travaillez toujours en vous disant en quoi cette compétence va pouvoir enlever une épine du pied au recruteur. Donc du coup, vous, il va falloir analyser votre doctorat dans sa diversité, donc l'étape de bibliographie, l'étape où on pose les hypothèses, où on planifie le travail, l'étape expérimentale ou en tout cas d'acquisition de données, et puis l'étape où vous présentez les résultats de vos recherches. Et donc sur chacune des étapes, vous allez disséquer vos activités pour en extraire les compétences. Deuxième étape, une fois que vous aurez disséqué ces compétences, il faut apprendre à les traduire. Vous allez apprendre à vous présenter comme un jeune chef de projet qui a géré son projet doctoral afin de pouvoir les valoriser au mieux. Et donc c'est à travers ça que vous allez pouvoir construire votre CV. Alors il n'y a pas de recette miracle pour un CV, chacun doit avoir un CV qui lui ressemble avant tout. Bien sûr, il y a la structure des CV est un petit peu toujours la même, donc bien sûr il faut vous coordonner. En général, on met un titre à un CV, alors le titre c'est pas curriculum vitae, c'est vraiment un titre accrocheur qui va résumer en quelques mots ce qui vous distingue, ce qui vous différencie, ce qui vous caractérise le plus. Et puis vous allez nous présenter votre formation. Le cas échéant, vous pouvez personnaliser les options aussi, si typiquement dans l'annonce il est demandé, je sais pas, des compétences en modélisation, simulation numérique. Vous n'en avez pas fait pendant votre doctorat, mais vous aviez eu un gros module là-dessus en M2. Spécifiez-le, comme ça on saura que vous avez au moins un bagage là-dessus. Vos expériences professionnelles, très clairement, ce que je remarque, c'est que souvent on n'a pas du tout de concret là-dessus. Ça ne suffit pas de savoir que vous avez fait votre doctorat dans le laboratoire du professeur machin et le titre en 3 lignes. Ce qu'on a envie de savoir, c'est vraiment en tant que chef de projet, ce que vous avez eu comme responsabilité, quelle était la thématique du projet sur lequel vous avez travaillé, pourquoi vous avez décidé de vous poser cette question finalement, donc quel était l'enjeu à travers ce projet de recherche. Et puis, vu que c'est un projet, on part du principe, en entreprise en tout cas, que si le projet est un succès, il y a des résultats. Donc les résultats d'un projet de recherche, ça peut être assez varié, ça peut se quantifier à travers des publications, des conférences, mais vous pouvez aussi nous expliquer en quoi vous avez optimisé la méthode machin, ou en quoi vous avez découvert un nouveau mécanisme. Donc essayez de résumer ce que vous avez fait avancer finalement dans la science. Et puis bien sûr, on va retrouver des informations complémentaires. Les loisirs notamment, ou les associations peuvent permettre d'illustrer certaines compétences que vous n'arrivez pas à illustrer par votre pratique de la recherche. Dans un CV pour le privé, je conseille de garder le détail des enseignements, des conférences, des publications et autres pour une seconde page qui est un petit peu une annexe scientifique pour ceux qui veulent aller plus loin. Vous allez aussi devoir faire une lettre de motivation. Alors tout est dans le nom, on parle de lettre de motivation, donc ça veut tout dire en fait. Une lettre de motivation, c'est surtout pas un résumé du CV, on l'a lu, on l'a compris. Ce qu'on attend à travers une lettre de motivation, c'est de comprendre pourquoi vous êtes motivé pour nous rejoindre. Donc vous savez, on vous conseille souvent la technique du vous, je, nous,
Donc vous, pourquoi vous m'intéressez, qui je suis et qu'est-ce que j'ai à vous apporter, et finalement, grâce à ça, qu'est-ce qu'on va faire comme joli bout de chemin, tous les deux ensemble. On joue la synergie. Donc bien sûr, on doit personnaliser au maximum une lettre de motivation, montrer qu'on se projette déjà dans le poste et finalement montrer votre envie de nous rencontrer. Souvent ça génère l'envie de vous rencontrer également si on voit que vous avez vraiment fait ce travail de personnalisation. Quelques conseils. Alors, sachez qu'on commence toujours par lire le CV. On lira la lettre uniquement si on a été accroché par le CV. Et le CV, on y passe en moyenne 30 secondes. Donc 30 secondes, bien sûr, on ne fait pas une lecture exhaustive. On fait une lecture en diagonale. On va chercher les mots-clés, donc ceux que vous êtes censé avoir surlignés sur l'annonce quand vous avez fait votre autodiagnostic pour préparer votre CV. Et on va chercher ces éléments clés sur votre CV, et puis si le CV nous a accroché, après on fera une lecture plus approfondie. Mais si en 30 secondes on n'a rien trouvé sur la première page, pas sur la 24e, on n'ira jamais à la page 2 et aux suivantes. Donc bien sûr, pour vous démarquer, il faut avant tout personnaliser. Souvent vous avez la tendance de croire que je suis une personne, donc j'ai un CV. Pas du tout. Vous répondez à une offre d'emploi, donc vous avez un CV pour cette offre d'emploi. Et donc vous allez, en fonction du besoin, mettre en exergue vos compétences, vos responsabilités, les résultats concrets que vous avez obtenus. Attention à l'orthographe, c'est bête à dire, mais une faute on va la pardonner, 2 fautes on va se dire bon, il ne doit pas être très motivé, il n'a même pas pris le temps de se relire. Et 3 fautes, on va se dire oula, ça va être compliqué si demain je dois relire tous ces emails avant qu'il les envoie. Donc, personnaliser. N'hésitez pas aussi à faire relire à vos proches, même quelqu'un qui n'est pas du tout du domaine, vos CV, vos lettres. Et vous verrez que parfois ils vont vous dire écoute, là, j'arrive pas à faire le lien. Mais vous avez tellement la tête dans le guidon que parfois vous ne voyez pas des choses évidentes. Une fois que vous avez un CV, il va falloir aussi s'en servir pour répondre à des annonces et puis avoir aussi un CV générique par type de projet professionnel que vous allez mettre sur Internet pour que nous on vous trouve. Donc vous allez le mettre à la fois sur des sites emploi, ce qu'on appelle des job boards, qui vous permettent d'accéder à des offres d'emploi et à nous d'accéder à des bases de CV. Et puis vous allez aussi pouvoir le mettre sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn ou Viadeo, ou encore les réseaux plus spécifiques à la recherche comme ResearchGate ou Academy. Donc à minima, même si ces réseaux sociaux professionnels, vous n'y êtes pas très actifs, c'est un outil de visibilité pour vous, puisque nous, recruteurs, on y va tous les jours en fait pour rechercher des profils qui correspondent à nos besoins. Je vous ai mis ici quelques exemples de job boards. Donc il y a les gros généralistes en France, comme l'APEC ou Cadre Emploi. Et puis après, il y en a qui sont dédiés à l'emploi scientifique et au docteur. Donc c'est beaucoup de sites emploi mondiaux. Il y en a qui sont dédiés aux mathématiciens. Donc j'espère que vous connaissez l'AMIES. Ils ont un stand juste en face. Vous pouvez aller sur Math Jobs également, qui est pas mal. Bien sûr aussi, si vous visez des entreprises en particulier, créez-vous des alertes pour recevoir les nouvelles offres qu'ils ont à pourvoir. Et puis, auprès des cabinets de conseil en recrutement, donc qui recrutent pour le compte d'autres entreprises, donc telles que le nôtre, puisque 38% des postes cadres en France sont gérés via des cabinets de conseil en recrutement. Donc une fois que vous aurez fait tout ce travail, on peut espérer en tout cas que vous serez sélectionné pour un entretien. Et là, la clé du succès d'un entretien de recrutement, c'est vraiment de bien le préparer. Ça prend du temps, mais en tout cas, il faut que vous ayez glané suffisamment d'informations sur le métier, en ayant du concret sur ce métier, sur la société, sur les interlocuteurs que vous allez rencontrer pour pouvoir adapter votre discours en fonction de leur parcours à eux.
Et ça vous permettra aussi d'anticiper les questions et les craintes potentielles que ces interlocuteurs pourraient avoir par rapport à votre propre parcours. Donc bien sûr, pour avoir du concret, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas énormément de techniques qui marchent à part la démarche réseau, c'est-à-dire aller rencontrer des professionnels qui exercent le métier ou qui travaillent dans le secteur ou dans l'entreprise que vous visez. Ça va vous permettre vraiment de vous projeter dans le poste et de bien comprendre. Donc je vous ai mis ici la communauté française des docteurs, donc, qui est présente sur Viadeo et LinkedIn, qui regroupe un peu plus de 7000 docteurs en poste. Je vous mets au défi de ne pas trouver un docteur sur cette communauté qui soit sur un métier ou dans un secteur que vous visez ou vous avez envie de travailler. Et vu qu'ils ont l'esprit communautaire, très clairement, ils sont aussi dans l'entraide. Ils sont passés par les questionnements que vous avez aujourd'hui et en général, ils acceptent très largement de vous renseigner. Donc ça, c'est vraiment pas une perte de temps pour réussir son entretien. Après, pour réussir son entretien, il y a quelques conseils que je voulais vous donner en complément. Un entretien, c'est avant tout un échange entre deux professionnels qui ont mutuellement des choses à s'apporter. Donc jouer vraiment la synergie. Pour jouer cette synergie, il faut que vous soyez concret. Donc que vous soyez en mesure d'illustrer toutes vos compétences par des exemples, que vous ayez le même vocabulaire que l'interlocuteur pour qu'il vous comprenne bien, que vous soyez capable aussi de dire ce que vous aimez, pas uniquement ce que vous savez faire. Ça, c'est important. Que vous posiez des questions aussi. La pire chose en entretien, quand on vous demande est-ce que vous avez des questions, c'est de répondre non. On ne va pas se dire il a tellement bien préparé son entretien que il n'a aucune question, c'est merveilleux. On va se dire il ne cherche même pas à en savoir plus sur nous, sur le poste, sur l'organisation. Il ne doit pas être très motivé en fait. Et puis essayez d'anticiper les craintes potentielles du recruteur, que vous soyez non adaptable, que vous ayez voulu rester au chaud dans l'environnement académique, que vous n'ayez pas envie de changer de sujet si c'est nécessaire. Dernier point, le verbal compte bien sûr beaucoup en entretien, le non-verbal compte tout autant. Et notamment bien sûr le sourire. On rencontre un futur collaborateur, donc il faut qu'on ait envie de travailler avec vous et de se dire si je le croise tous les matins à la machine à café, ça va être un plaisir de le croiser. Donc donnez aussi envie de travailler avec vous. Dernier conseil, on est aujourd'hui en forum de recrutement. Alors la norme, ce qui se fait classiquement pour faire part de son envie de travailler avec un recruteur, c'est d'envoyer un CV, une lettre de motivation en version électronique. Donc là, vous aurez 30 secondes d'attention à peu près en moyenne. Mais en tout cas, n'hésitez pas au maximum à rencontrer des professionnels lors d'événements de networking, lors de forums de recrutement comme aujourd'hui, parce qu'il a été montré que ça triple vos chances d'être recruté. Donc en imaginant que vous envoyez votre CV par email ou que vous veniez en forum de recrutement nous rencontrer avec le même CV sur le même poste, vous triplez vos chances d'être recruté. Parce que là, on n'a plus seulement le CV, on vous avoue avec tout ce que vous dégagez comme envie, les étoiles qui pétillent dans les yeux. Et même s'il manque des choses sur le CV, et là on se dira, je sens de l'envie, je sens du potentiel et donc j'ai envie d'aller plus loin. Mais là aussi, ça se prépare, il faut que vous ayez un pitch prêt pour nous accrocher en moins de 2 minutes et qu'on ait envie derrière de vous découvrir beaucoup plus longuement.